Donc, Mario Dill m'a demandé de me focaliser surtout sur les questions de case management pour clarifier un petit peu ce qu'on entend par ce terme. Alors, dans le contexte de l'intervention précoce, je vais parler de cette question de case management et de ce qu'on entend, en tout cas, nous autres en Suisse, par ça. Donc, c'est vrai que c'est devenu un élément essentiel des dispositifs d'intervention précoce, vraiment un élément central, pour plusieurs raisons. Je l'ai dit déjà en bref ici, je vais les illustrer dans ma présentation, mais on s'est rendu assez vite compte que pour traiter ce genre de patient, une chose essentielle, c'était la continuité des soins et les changements de médecins dans des programmes plutôt médico-centrés était un problème chronique qui conduisait au désengagement des patients. Donc on s'est rendu compte que cette continuité des soins était nécessaire pour qu'on puisse simplement garder ces patients engagés, qui ne voulaient pas chaque fois se réinsérer dans une nouvelle relation thérapeutique. Donc c'était vraiment l'élément central pour nous. Aussi la nécessité de mobilité des professionnels. Pour des questions financières, c'est difficile de faire sortir nos médecins des lieux où ils travaillent, puisque il y a des impératifs de rentabilité, etc. Donc ils coûtent trop cher pour sortir, au fond. C'est un petit peu ça que nous disent nos administrateurs, ce qui est en partie vrai. Et puis, donc on a aussi focalisé notre énergie sur des case managers infirmiers ou assistants sociaux. Et puis, on s'est aussi rendu compte qu'il fallait spécialiser un certain groupe de personnes. Pour faire de l'intervention précoce, c'est quand même important que des gens se spécialisent dans ce domaine. Bien sûr que tout le monde peut être informé sur un peu tout, mais l'impact de ces programmes est suffisamment important pour que des personnes se focalisent sur ce métier, si on veut bien. Alors, certains combinent deux fonctions, c'est pas interdit non plus, mais c'est vrai que c'est important qu'il y ait un petit groupe, une masse critique de gens qui sont des spécialistes de ce domaine, qui méritent une spécialisation comme d'autres domaines. Alors bien sûr, d'implanter le case management, ça remue pas mal de choses et ça change pas mal l'organisation des équipes, en particulier les rôles hiérarchiques. Et d'ailleurs, la hiérarchie se tasse un petit peu. On passe d'une pyramide à une espèce de rectangle comme ça, où il faut sortir d'un médico-centrisme et accepter la complémentarité et de passer un certain nombre de responsabilités à d'autres professionnels que les médecins, ce qui ne va pas sans problème administratif parfois. Et on a dû par exemple définir exactement les délégations, aussi au point de vue des assurances d'ailleurs, et puis de la sécurité de nos collègues qui vont sur le terrain, pour qu'ils soient sûrs qu'ils puissent prendre des décisions et qui sont, disons, aussi soutenus par la hiérarchie médicale, si vous voulez. Donc voilà, puis en particulier, ces changements sont rendus nécessaires par certaines caractéristiques, en particulier des jeunes patients qui commencent une psychose, et c'est un petit peu de ces éléments-là spécifiques qui justifient le case management dans l'intervention précoce que je vais parler un petit peu plus en détail. Je voulais signaler qu'il y a un numéro de santé mentale qui est sorti en mars 2017 où il était question de case management en santé mentale. Et où on avait, avec Charles Bonsac, un peu défini ces questions justement de case management, où on disait que dans des systèmes complexes comme ceux qui sont maintenant en place dans la plupart des pays européens, vous savez et américains aussi d'ailleurs, mais qu'il y a besoin de ce fil rouge, puisqu'on est dans des systèmes maintenant extrêmement dispersés et complexes. Ça, c'est le modèle d'avant que vous avez probablement connu, qu'on a connu en Suisse jusque dans les années 60, où il y avait finalement un asile psychiatrique où tous les patients venaient. Tous les patients qui avaient des problèmes psychiatriques se trouvaient dans un seul lieu pour des années. D'ailleurs, parfois même des personnes qui n'avaient pas vraiment de problèmes psychiatriques, il faut le dire. Donc il y avait une certaine cohérence, c'était pas seulement malveillant, il y avait une cohérence et aussi une volonté de mise à l'abri, mais tout ce qui était communication était assez simple, c'était dans le même lieu. Alors ça donnait ce genre de choses. Donc ça, c'est notre hôpital à Ceurier, à Lausanne. Là, alors il y a des séances de photos de famille comme ça chaque année. Enfin, et les patients restaient des années, travaillaient. Il y avait donc ça, c'est Aloïse qui est connue pour ses dessins, par exemple, qui était hospitalisée à Ceurier. Donc des gens qui passaient une vie dans cet asile. Vous connaissez aussi les mauvais côtés des asiles qui ont été bien sûr mis en évidence à la fin des années 60. Ce qui a conduit à cette révolte, et en particulier la loi Basalier en Italie, mais à toutes sortes de visions un peu caricaturales de ce que peut être l'hôpital psychiatrique, mais qui était quand même pas si loin de la réalité. Donc, voilà, explosion de l'asile. Et puis, ça, c'est un peu le système qu'on a dans la région de Lausanne, c'est-à-dire qu'on a maintenant
un hôpital pour personnes âgées, un hôpital pour adultes. Et puis on a des hôpitaux de jour, un lieu de réhabilitation, des centres pour abus de substances, une psychiatrie de liaison dans le CHU, un centre de crise, une psychiatrie dans les prisons, et puis plusieurs polycliniques et plusieurs lieux d'hébergement, une quarantaine de lieux d'hébergement pour patients, qu'on appelle les établissements psychosociaux médicalisés. Donc tout ça est un système quand même assez complexe, et surtout qu'il y a toutes sortes d'interactions qui vont. Donc un patient vient à l'hôpital, après il sort à l'hôpital de jour, il passe. Donc c'est devenu super compliqué de suivre l'histoire. La tendance est que quand un patient arrive à l'hôpital, on recommence tout le truc, puis on commence à redéfinir la stratégie sans même pouvoir atteindre, des fois sans même connaître qui sont les intervenants extérieurs. Dans ce genre de système compliqué, en particulier pour les pathologies à potentiel chronique, c'est important d'avoir une personne qui est le fil rouge et puis qui tient un petit peu le truc, puis dit mais attendez, on ne va pas réessayer ça qu'on a déjà essayé 5 fois. Donc il y a toute une stratégie à mettre en place. Et le case management dans ce genre de système est super important pour éviter les redites et puis la chronification des patients au fond dans des stratégies qui n'ont pas marché. Donc, le case manager, c'est au fond le fil rouge de la prise en charge. On a développé plusieurs formes de case management. Je vais parler surtout de case management dans l'intervention précoce, mais on a aussi des case managers, par exemple, pour les patients qui ont des problèmes d'abus de substances, ou pour les migrants aussi. On a des patients migrants sans domicile fixe, sans permis, qui errent un petit peu dans le système, et puis qu'on voit réapparaître aux urgences, après à l'hôpital, etc. Donc s'il y a quelqu'un qui est leur référent, on arrive à construire une stratégie qui est beaucoup mieux tenue, comme ça. Voilà. Alors, les rôles, ça vous le trouvez si vous retrouvez ce numéro, mais il y a plusieurs missions à un case manager, et effectivement, ce n'est pas seulement des gens qui sont là pour organiser. Il y a eu un temps, dans les années 60-70 aux États-Unis, la volonté de case manager qui était seulement des organisateurs des soins, mais qui n'avaient pas une fonction de soignant. Or, en tout cas dans l'intervention précoce, les case managers ont une haute fonction bien sûr d'organisation, de faciliter l'accès aux soins, mais aussi de traitement. Donc ils coordonnent le système, mais ils engagent aussi, ils ont un énorme rôle d'engagement dans les soins. Ils travaillent aussi à la psychoéducation pour renforcer l'observance thérapeutique. Ils soutiennent le lien avec l'entourage aussi, ces questions de tout à l'heure. Ils font aussi du soutien à l'emploi. Ils essaient de résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Ils font des liens dans la communauté aussi pour défendre les intérêts des patients. Ils assistent au quotidien pour ces questions de facture que montrait Merethe tout à l'heure. Ils s'occupent de prévention de la rechute et puis de transmission d'informations dans les diverses. Par exemple, si un patient est hospitalisé, le case manager va se déplacer à l'hôpital pour dire voilà où on en est, voilà ce qu'on fait, voilà quels sont les problèmes. Enfin, donc il y a vraiment un rôle multiple qui est vraiment extrêmement important. Alors, quelle est la fonction spécifique maintenant dans ce contexte de case management en général? Quel est le rôle spécifique dans l'intervention précoce? Alors, il faut peut-être parler pour commencer de l'impact d'une psychose qui émerge. Comme vous le savez probablement, 15% des psychoses se développent en gros avant 18 ans, 15% après 35 ans, mais la grande majorité entre 18 et 30-35 ans. C'est vraiment dans cette phase de vie que se développent la plupart des psychoses. Donc, chez des gens qui ont un peu cette allure-là, en tout cas, qui sont dans cette tranche d'âge-là, qui sont peut-être, pour certains, moins réjouis, mais dont l'envie est justement de pouvoir commencer à construire leur vie en s'émancipant des parents. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses à faire dans cette phase de vie. S'individualiser, s'émanciper des parents, parfois de manière un tout petit peu tortueuse, mais enfin, il faut justement arriver à négocier ce virage qui peut être un peu compliqué, garder des liens tout en s'émancipant. Établir un réseau social, faire toutes sortes d'expériences avec toutes sortes de bonnes ou mauvaises, avec des amis, enfin voilà, et puis choisir une profession. Autrement dit, enfin se mettre à vivre ses rêves et les réaliser. Si une psychose se développe dans cette phase-là, bien sûr que ça met à mal plusieurs de ces étapes, plusieurs de ces choses qu'on doit réaliser dans cette phase. Et le risque, c'est que la trajectoire de vie soit durablement modifiée. Aussi une grosse atteinte de l'estime de soi. Beaucoup de nos patients, finalement, résolvent leurs symptômes, mais ont beaucoup de peine à se reconstruire une confiance en eux, une identité et une intégration sociale. C'est vrai que le temps que prend l'entrée dans les soins, plus la résolution des symptômes, ça fait que leurs pères et leurs amis sont 2-3 ans en avance, ils ont perdu ces liens. Je pense que ça vous a aussi frappé qu'en clinique, on voit souvent, quand une personne doit être hospitalisée, qu'au début, plein de copains viennent encore les voir, et puis assez vite, ils n'ont plus grand monde autour d'eux, quoi. Cette perte de socialisation, c'est un effet majeur. Donc il y a importance à intervenir précocement pour éviter justement cette marginalisation qui
qui est importante. En plus, c'est pas facile de s'occuper de ces jeunes parce que pour beaucoup d'entre eux, il y a un problème de comorbidité d'abus de substances, à peu près 50% dans notre programme quand les patients arrivent. Ils ont, comme la plupart de la population, des stéréotypes assez négatifs à l'égard de la psychiatrie, sinon des psychiatres et des soignants en psychiatrie. Ils craignent bien sûr l'hospitalisation, avec tous les fantasmes qu'il y a encore sur l'asile. Et puis, comme tous les jeunes, ils ont une certaine foi en leur invulnérabilité, donc voilà, ils veulent s'émanciper, ils disent « Ok, mais moi, c'est pas pour moi, je suis pas malade, c'est vous qui êtes à côté de la plaque, etc. » Et puis, ils n'ont surtout pas envie qu'on se mêle, qu'on remplace les fonctions parentales dont ils sont en train d'essayer de s'extirper. Donc, voilà. Et au fond, globalement, une des stratégies chez beaucoup de nos patients, c'est un peu le déni, c'est la fuite en avant, c'est de ne pas reconnaître la maladie. Donc, ça pose un challenge quand même assez considérable pour les soignants, en particulier les case managers, puisque les deux réponse habituelle à la survenue d'un épisode de psychose, c'est le déni et puis le refus de soins. Donc ça définit un petit peu les deux cibles que doivent viser les case managers, au fond. Travailler à l'égard du déni et puis essayer d'engager ces patients dans les soins tout en les laissant s'émanciper. Donc c'est vraiment une science assez complexe que de ne pas retomber dans le paternalisme et le contrôle, et puis de donner comme ça envie à ces patients de s'engager dans des soins afin qu'ils comprennent qu'il faut se soigner pour pouvoir gagner son émancipation. Donc c'est une espèce d'équilibre comme ça un petit peu compliqué à trouver. Alors je vais surtout parler de ce grand classique qui est le refus des soins. Puisque c'est au fond la première mission du case manager, et puisque c'est du case management que je dois parler. Donc c'est ça, effectivement, une des missions principales qui parfois leur prend, ça peut prendre 6 mois, 1 année. Il y a des patients qui sont très compliqués à engager dans les soins. Alors, je présente ici brièvement une étude qu'on a fait avec le professeur Charles Bonsac, qui est un collègue de Lausanne, où on a regardé en 2000, on a mis du temps à publier ce papier, on a mis 6 ans, mais enfin voilà, on a finalement publié. Donc on a regardé ce qui s'était passé en l'an 2000, tous les premiers séjours. En principe, à cette époque-là, tous les patients qui faisaient un premier épisode passaient à l'hôpital, au fond. Il n'y avait pas de moyen de les détecter ailleurs. Ils ne consultaient pas dans nos ambulatoires, donc on les trouvait à l'hôpital. Voilà, c'est là que commençaient les soins dans quasiment 100% des cas. Toutes sortes de problèmes, des tentatives de suicide avant d'arriver dans nos services, beaucoup d'abus de substances, comme je l'ai dit, beaucoup de désinsertion sociale ou d'études, etc. Très peu de ces jeunes étaient encore actifs, encore insérés. Traitement initial souvent assez traumatisant, puisqu'ils arrivaient dans des états assez avancés de psychose depuis plusieurs semaines, mois, sinon années. Des familles complètement découragées de l'absence de soutien qu'elles avaient rencontré au fond alors des médecins généralistes auraient pu passer à domicile, seraient venus, mais en général ne savaient pas trop quoi faire avec ces jeunes qui étaient finalement souvent pas encore dans un état assez grave pour les contraindre à s'hospitaliser, puis sinon pas vraiment de structure, pas de psychiatre qui se déplace à domicile, donc voilà. Et puis quand les patients arrivaient, on arrivait assez bien à les soigner finalement. Si on regarde dans les dossiers, l'évolution des symptômes était assez rapide, mais 50% des patients ne venaient même pas au premier rendez-vous qu'on fixait en ambulatoire, et puis dans nos polycliniques, avec lesquels les liens entre hôpital et polyclinique étaient assez distendus finalement. Donc une organisation assez inefficace, puisque 50% des patients venaient pas au premier rendez-vous proposé, et puis les 50% qui y venaient finalement se désengageaient assez rapidement des soins. Donc on s'est rendu compte que si on n'organisait pas les choses un petit peu différemment, on allait continuer de perdre ces patients, les perdre de vue après l'hospitalisation, puis les retrouver 6 mois, 1 an plus tard dans une nouvelle décompensation chaotique, avec les parents encore plus outrés du manque de soutien qu'ils ont pu obtenir, et puis une chronification quasiment inévitable. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut favoriser l'engagement de ces patients, vraiment et puis donc on s'est dit il faut organiser un programme spécialisé. Et puis aussi, il ne suffit pas d'organiser les soins pour accéder aux patients, il faut aussi changer le contenu. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on ait une attitude, et ça c'est aussi le rôle important des case managers, d'avoir une attitude adéquate et adaptée à ces patients, donc à la fois être réaliste sur ce qu'on leur dit, on ne peut pas leur dire des choses, banaliser l'épisode qu'ils traversent, mais en même temps leur donner l'envie de se soigner. Donc les discours qui disent bon là vous avez une maladie chronique donc il faudra prendre une médication toute votre vie, etc. Ce genre de discours
réaliste et pas très engageant. Donc il faut trouver aussi là de nouveau l'équilibre entre motivation et expression des réels besoins. Et puis aussi il faut aussi penser à comment éviter le désengagement. Donc il y a des patients qui sont plus à risque de se désengager des soins et on essaie de les identifier pour proposer des stratégies qui permettent de contourner ça. Je vais parler un petit peu de ces 3 points. Dans le contexte du programme qu'on a développé à Lausanne, donc depuis 2004. Juste un bref rappel, puisque je n'étais pas 100% sûr que tout le monde ici était au clair sur ces concepts. Donc, vous savez qu'en principe, on définit le premier épisode au moment où les symptômes atteignent un certain niveau d'intensité, de durée et de fréquence. On sait malheureusement que jusqu'à ce que commence le traitement, il y a une certaine durée de psychose non traitée, en moyenne 2 ans, dans les études qui ont été faites il y a quelques années. Et puis ensuite, une grande proportion des patients répondent bien au traitement qu'on a. Vous savez que 85% des patients répondent aux antipsychotiques de manière assez rapide au fond. Bon nombre de patients, 50% des patients rechutent dans les premiers 2 ans, beaucoup à cause du fait qu'ils interrompent le traitement. Mais rechute ne veut pas dire chronicité. Rechute, c'est des fois une expérience de ce que c'est que de plus prendre de médicaments. Et ils essaient de s'approprier un petit peu cette question, de tester les choses. Et il ne faut pas, comme case manager ou comme soignant, se décourager d'une rechute. Ça ne veut pas dire... c'est normal qu'ils testent les choses et puis qu'ils remettent en doute ce qu'on a pu leur dire. On s'est maintenant intéressé un peu plus à la phase des prodromes, donc qui précède la survenue du premier épisode, voire aux patients particulièrement vulnérables comme les enfants de patients ou d'autres personnes qu'on pourrait identifier avec des connaissances qu'on n'a encore pas, mais sur des facteurs de vulnérabilité. Merethe a parlé de cette période de phase critique de 2 à 5 ans où s'installent beaucoup des problèmes handicapants pour la suite, en particulier les troubles cognitifs apparemment commencent déjà dans la phase des prodromes et une fois installés sont difficiles à résoudre. Donc l'idée d'une intervention plus précoce fait sens pour éviter l'installation de ces symptômes qui péjorent l'évolution. Donc les objectifs de l'intervention précoce sont assez simples au fond, c'est réduire le délai jusqu'à la détection du premier épisode, donc raccourcir la durée psychose non traitée. Encore mieux, essayer d'identifier les patients au début de la phase des prodromes. Certains le font déjà, bien sûr, en France aussi. Mais il y a aussi l'adaptation du contenu, proposer des soins qui soient adaptés, pas seulement accéder à ces patients, puis ensuite leur donner des doses d'allopéridol qu'on peut donner ou qu'on donnait à des patients qui étaient dans une phase chronique, par exemple. Donc voilà, la population cible de notre programme, je ne vais pas entrer dans les détails de cette limite à 18 ans. On est en train d'améliorer ça avec une nouvelle professeure de pédopsychiatrie. Bien sûr que c'est malheureux, il faudrait des programmes 12 ou 14, 30 ans, enfin au lieu de 18. Ça c'est un problème qui n'est pas résolu dans beaucoup d'endroits pour toutes sortes de raisons. Donc les patients doivent présenter certains symptômes de psychose et on demande qu'ils aient pas plus de 6 mois de traitement. En fait, ça n'arrive jamais qu'on ait dû exclure quelqu'un parce qu'il avait 6 mois et 2 jours de traitement, mais c'était un peu une façon de s'occuper des gens qui étaient vraiment au début d'une prise en charge pour qu'on utilise les ressources toujours trop modestes qu'on a pour le travail qu'on voulait faire, c'est-à-dire cet engagement dans la phase précoce des troubles psychotiques. On a un secteur qui augmente en taille, qui est à peu près à 330 000 habitants. Ce qui est pas mal pour une question de masse critique. Pour faire une équipe, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de patients. Si on pense à une incidence annuelle de 1 à 2 cas pour 10 000 habitants, nous, ça nous en fait une 60aine nouveaux cas par année. Avec ça, on a de quoi avoir une équipe qui peut se constituer autour de ça. C'est compliqué si on n'a que 12 patients par année d'avoir une équipe spécialisée. Donc, si j'ai bien compris, l'idée est d'aller vers des programmes intersectoriels, puisque les secteurs sont peut-être un tout petit peu sous-dimensionnés pour ça, mais visiblement, Merethe disait que leur programme était basé sur 70 000 patients, donc tout est possible. 5 ans, donc on arrive maintenant à plutôt 60 nouveaux cas par an. Et voilà en gros l'organisation du programme. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un programme de case management. On propose 3 ans, c'est un petit peu mathématique comme ça, avec le nombre de nouveaux cas, le nombre de personnes, les ressources, l'équation donnée, 3 ans. On ferait volontiers un peu plus longtemps, mais on a de quoi assurer le suivi pendant 3 ans. Vous verrez d'ailleurs qu'on a des case managers qui ne remplissent pas les critères mis par Merethe et Nordentoft. Donc l'idée c'est que les patients sont suivis par un case manager en collaboration avec un psychiatre sur la période de 3 ans. Une évaluation assez simple et puis un accès rapide qu'on essaie dans moins de 7 jours. Il faut, quand on reçoit une demande, il faut que le case manager soit nommé dans les 48 heures et puis que le contact se fasse rapidement, quoi.
Donc, ensuite, je vais vous détailler un petit peu ça. On a un deuxième élément qui est cette équipe mobile de suivi intensif dans le milieu. Alors ça, c'est vrai que si on crée le programme de novo, peut-être qu'on ne ferait pas comme ça. Il se trouve que cette équipe existait avant ce programme, c'est pour ça qu'on l'a intégré comme ça. Mais ça, je crois que c'est un des messages qu'il faut aussi faire passer, c'est que, voilà, où qu'on soit, on développe un programme en fonction de toutes les contraintes qu'il y a dans ce lieu-là, quoi. Donc on ne peut pas tous dire la messe comme on l'a dit à Melbourne. Donc voilà, il faut essayer de trouver les moyens d'adapter et puis d'avoir les éléments essentiels et puis de s'appuyer sur les ressources qu'on a, parce que si on ne peut pas faire table rase de tout, parce qu'il y a quand même des choses qui marchent et qu'il faut sauvegarder, et puis il faut simplement mettre les éléments ensemble. Donc c'est un peu comme les cantates de Bach ou les trucs avec thème puis variation, c'est un peu comme ça. Puis on est en lien avec une unité hospitalière, très peu d'hospitalisation au fond, on a assez peu besoin de lits hospitaliers dans ce genre de programme. En moyenne, les patients sur les 3 ans vont un petit peu moins d'1 fois à l'hôpital, donc font un petit peu moins d'1 séjour, donc 25% ne font aucun séjour, et puis la plupart font un séjour relativement bref, et il y en a certains qui font plusieurs séjours, mais c'est un tout petit sous-groupe de patients, donc l'hôpital, c'est pas vraiment le lieu, à mon avis, où on doit mettre le plus d'énergie, c'est vraiment d'avoir une équipe mobile dans le milieu qui est important. Avec ce programme, actuellement, on est à peu près à un taux de désengagement de 5%. Donc ça a vraiment transformé complètement l'accès aux soins et l'engagement des patients. Avant, je vous rappelle, 50% des patients ne venaient même pas au premier rendez-vous. Donc ça a eu un impact majeur, simplement avec l'organisation des soins, la formation de personnes dont c'est la mission de faire de l'engagement de ces patients. Alors je reviens peut-être un petit peu sur le rôle du case manager. Comme l'a dit Mérété, c'est vrai que alors ça a varié un petit peu avec le temps, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir plusieurs professionnels dans notre programme sont impliqués. Il y a une psychologue qui est impliquée, il y a aussi un assistant social. Je dois quand même dire que la plupart des case managers sont des infirmiers, pour la simple et bonne raison qu'on demande qu'ils aient un certain nombre d'années de pratique de la psychiatrie avant de devenir case manager. Ils sont quand même assez seuls en première ligne, donc il faut que ce soit des professionnels qui ont une expérience de l'évaluation des symptômes et d'une connaissance des effets secondaires des traitements. Il y a quand même une délégation de mission qui fait que voilà, il faut ces gens. Et alors au moment où les postes étaient au concours, on n'avait pas beaucoup d'assistants sociaux qui remplissaient ces exigences, voilà. Puis après, c'est un peu des questions d'opportunité. Mais donc leur rôle, c'est d'être le fil rouge de la prise en charge pendant les 3 ans. C'est les premiers à aller voir le patient si il est aux urgences ou s'il a été hospitalisé dans le cadre comme ça d'une psychose non détectée avant. Le case manager va le voir à l'hôpital, fait le lien. C'est aussi important que les case managers se rendent compte de comment est le patient dans une phase aiguë. Comme vous savez, souvent les rechutes prennent un petit peu la même forme que les premiers épisodes. Souvent, il y a une espèce de signature comme ça, et c'est important pour pouvoir détecter les symptômes de rechute et pour pouvoir parler avec le patient de ce qu'était la phase aiguë. Au fond, si on ne les a jamais vus, c'est souvent compliqué de se dire mais comment c'était quand il était en phase aiguë. Donc on essaie donc de prise en charge des prises de contact très précoces. En cours d'hospitalisation, à domicile aussi, si c'est des parents qui nous appellent, voire chez le médecin installé, il y a des généralistes qui nous appellent pour dire voilà, ce patient, etc. Ils vont les évaluer avec le généraliste dans son cabinet pour pouvoir un peu faire ce lien, ce passage de témoin de manière assez souple. Alors voilà, ça c'est le chiffre qui fait un petit peu mal puisque nos case managers, en fait, sont en charge de 30 patients à peu près. Alors c'est beaucoup plus que les règles danoises l'exigent. Mais il faut dire qu'on a cette équipe de suivi intensif dans le milieu, donc quand il y a besoin d'intensifier le traitement, ils s'appuient sur l'équipe mobile. Donc si on devait vraiment faire des calculs, je pense qu'ils sont à un taux de 1 pour 18, disons 18 patients par. Si je faisais des calculs savants que j'ai essayé de faire hier soir, mais j'ai pas réussi, le Bordeaux était trop bon, donc mais c'est quelque chose comme ça. Non, je veux dire, il y a une partie des charges qui sont prises aussi par d'autres personnes. Donc alors que dans les programmes tels que Opus, le case manager fait absolument tout, aussi le service social, etc. Donc c'est un peu difficile de comparer. Nos case managers peuvent se déplacer à domicile jusqu'à 2 fois par semaine. S'il faut plus que 2 fois par semaine, ils s'appuient sur l'équipe de suivi intensif dans le milieu. Ils font équipe avec le psychiatre.
Et puis leur rôle, c'est surtout l'engagement, le partenariat, une approche comme ça. Engager la continuité des soins, informer les patients et leurs proches. Très vite, ils ont des liens assez proches avec la famille. Ils essaient de se débattre avec cette question de confidentialité, c'est vrai, mais les parents ont le droit de savoir. Si le patient habite chez eux, ils ont quand même le droit de savoir, par exemple, la date de sortie. Et il y a des endroits où ils sont plus royalistes que le roi, ils peuvent même pas dire quand le patient va sortir. Mais quand il va sortir, il va quand même aller chez les parents, par exemple. Donc, il y a aussi une absurdité. En tout cas, dans notre loi suisse, le secret médical doit protéger le patient, doit être dans l'intérêt du patient. C'est pas dans l'intérêt du patient que les parents ne sachent rien. Il faut quand même pas non plus être plus royaliste que le roi. Donc on peut aussi expliquer au patient que s'il veut s'émanciper de ses parents, c'est mieux que ses parents soient tranquilles. Des parents pas informés, inquiets, vont s'accrocher aux patients. On dit, mais si vous voulez qu'on vous aide à vous émanciper, expliquons-leur où vous en êtes, rassurons-les. Et puis comme ça, on va aussi éviter que les parents soient attentifs et au moins dans la moindre porte qui claque, fasse venir l'ambulance pour ramener le patient à l'hôpital. Donc si c'est des partenaires, on apaise beaucoup aussi leur anxiété et leur tendance à surréagir par ignorance ou par manque d'information. Et puis ils ont aussi un rôle psychothérapeutique. Donc la psychothérapie de la psychose, c'est une question un peu compliquée. Et pour tout dire, à Lausanne, pendant pas mal de temps, on considérait simplement que la psychothérapie n'était pas un sujet à débattre avec les patients psychotiques, qu'ils étaient pas capables de recevoir des soins psychothérapeutiques. Pour nous, tout au contraire. Même des choses relativement simples peuvent être de l'ordre de la psychothérapie. La psychothérapie, au fond, c'est d'arriver à donner sens aux choses, au fond. On peut même, par exemple, à mon avis, prescrire des médicaments de manière psychothérapeutique si on donne un sens à ça, si on explique en quoi ça peut rapprocher le patient d'un état d'indépendance pour ensuite reprendre en charge sa vie, etc. Enfin, je ne veux pas non plus pousser la banalisation de la psychothérapie jusque dans ses plus grands retranchements, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'une approche psychologique où mettre un sens à tous les actes, et ça, c'est ce que les case managers sont vraiment censés faire. Alors aussi, il faut former les case managers. Donc on a traduit un manuel qui a été produit par Epic, donc qui est disponible tout à fait. Ça, on peut vous envoyer le PDF. D'ailleurs, on ne fait pas de commerce avec ça, donc il est accessible en PDF. L'idée, c'était de développer des compétences spécifiques pour ses collègues. Donc ça explique là-dedans qu'est-ce que c'est qu'un premier épisode, quels sont les écueils principaux, comment est-ce qu'on s'engage avec les patients, etc. Aussi, on cherche à justement s'assurer que les case managers soient assertifs, donc aillent voir les patients s'ils ne viennent pas, ne les laissent pas se désengager, mais aussi qu'ils aient un discours engageant. Alors, on ne va pas contrôler le discours, on n'apprend pas comme ça par cœur le petit livre vert de la psychose débutante, mais disons, c'est quand même de mettre dans le discours une attitude qui va vers le rétablissement, etc., une attitude proactive, promouvoir le partenariat avec les patients, favoriser l'engagement, et puis soutenir le développement de l'insight de manière progressive. Je n'ai pas le temps d'entrer dans la question d'insight aujourd'hui, mais c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui est un truc à double tranchant, c'est-à-dire qu'il faut à la fois développer l'insight des patients, mais il faut éviter à tout prix l'autostigmatisation, donc il faut y aller à la vitesse où les patients peuvent aller, à mon avis. Donc il faut comprendre bien où ils en sont de leur modèle explicatif, puis essayer peut-être de proposer des alternatives si leur modèle les conduit à un désengagement ou à des risques de rechute. Mais je crois qu'il ne faut pas se précipiter de faire à tout prix de la psychoéducation pour qu'ils acceptent qu'ils sont des malades, qui ont une maladie chronique, etc. Parce qu'il y a aussi un prix à l'insight qui est quand même la dépression post-psychotique. Donc il faut bien doser ce truc-là. Et pour nous, le développement de l'insight, c'est en fait une forme de psychothérapie aussi. C'est redévelopper une identité qui inclut ce côté de cet épisode comme une sorte de cicatrice réelle, mais dont on minimise l'impact, et puis c'est s'accepter comme ayant ce point de faiblesse, mais aussi être conscient des ressources qu'on a. Donc c'est important de pas seulement parler des manques du patient quand on développe des questions autour de l'insight, mais aussi de ses ressources, et puis voir comment il peut réorganiser ses ressources en fonction de ses difficultés pour construire une personne nouvelle sur la base de l'épisode qu'il a vécu. Donc c'est ça aussi que font les case managers avec brio. Et on essaie de les aider aussi en les supervisant une fois par semaine. Il y a besoin d'un encadrement, de débriefing sur ces situations. C'est cette équipe de suivi intensif dans le milieu. Alors je vous ai dit qu'effectivement, on l'a développé en 2000, alors que le programme Psychose débutante a commencé en 2004. Donc c'est vrai que
dans les années 80 ou 90, n'est-ce pas, on avait en fait développé dans nos polycliniques une sorte d'approche effectivement psychothérapique, un peu de haute voltige. Le patron à l'époque voulait qu'on fasse de la psychothérapie d'inspiration psychanalytique. C'était un excellent formateur, le professeur Giéron. Mais ça nous a... Alors par exemple, un des principes, c'est que les patients devaient vouloir se soigner pour qu'on puisse faire quelque chose. C'était un peu le principe. Il fallait qu'il y ait une demande de la part du patient. Ce n'est pas la caractéristique principale des patients qui sont dans un premier épisode de psychose. Donc ça excluait tous ces patients des soins et ça faisait ces problèmes de porte tournante. Donc on s'est rendu compte de ça et on s'est dit non, mais on ne peut pas laisser entrer et sortir ces patients et aussi d'autres patients plus chroniques ou utilisateurs de soins. Donc on a développé un programme de suivi intensif dans le milieu pour refidéliser ces patients-là, s'en occuper mieux dans le milieu. Et c'est de là que c'est parti. Cette équipe s'est très bien installée. On a du reste même fermé un hôpital de jour pour lui donner un petit peu plus de corps. Ce qui fait que voilà, on avait ça qui était très en place, pas seulement focalisé sur les premiers épisodes, si bien qu'on a délégué une partie de la partie intensive du traitement et prévention de la porte tournante, etc. Et puis suivi intensif, ils peuvent aller à domicile jusqu'à 2 fois par jour. Mais ils font des traitements brefs, intensifs, pour éviter l'hospitalisation ou pour renforcer le suivi pendant un temps nécessaire. Comme cette entité était là, on s'est dit plutôt que de vouloir demander les ressources de cette équipe pour les mettre dans notre équipe, collaborons avec eux. Et puis donc tout ça s'est bien passé. Mais c'est pour ça que c'est un petit peu atypique comme organisation. Mais ça permet à nos case managers de s'occuper des patients qui sont qui ont des besoins moins intensifs et puis d'avoir une certaine régularité dans le suivi. Donc, et puis on fait des transmissions entre les suivis intensifs et puis le case management qui se passe. On est dans le même locaux, donc ça facilite aussi les choses. On a remarqué que ce genre d'équipe de suivi intensif dans le milieu permet de résoudre plein de problèmes, non seulement la fidélisation des patients, mais aussi ça diminue le recours à l'abus de substances, ça améliore les liens avec les proches, ça améliore les symptômes aussi parce que les patients se traitent mieux. Donc ce genre de suivi assertif dans le milieu est vraiment très, très efficace. Alors on a regardé, ça je le fais vraiment en vitesse, mais on a regardé combien de nos patients dans le programme TIP s'appuyaient transitoirement sur cette équipe. On a pris les 229 premiers patients, puis on a regardé quel était le profil de ceux qui avaient passé dans ce programme, qui avaient été au bénéfice de l'appui de cette équipe de suivi intensif dans le milieu, et on les a comparés aux autres. Alors c'est vrai qu'il y avait plus de patients qui avaient un diagnostic de schizophrénie, ils avaient tendance à être moins... engagés dans une activité, donc des gens qui étaient déjà plus désinsérés socialement, comme ça un certain nombre de patients sans domicile fixe aussi dans ce sous-groupe. Beaucoup plus de problèmes d'ajustement prémorbide. Au fond, c'est des patients qui avaient déjà des signes de dysfonctionnement avant le début du premier épisode de psychose. Donc TIP, c'est le programme pour les jeunes patients psychotiques, et SIM, suivi intensif dans le milieu. On remarquait aussi qu'il y avait plus de consommation de substances parmi les patients qu'on a dû référer à cette équipe de suivi intensif dans le milieu, que dans 70% des cas, l'intervention se fait assez vite. C'est-à-dire souvent le CIM est utilisé comme une équipe qui va amener les patients vers les soins. Quand par exemple, une famille nous téléphone, nous dit « Écoutez, voilà, notre fils, depuis un mois, s'enferme dans sa chambre, ne peut nous parler, etc. » On y va avec le case manager, puis on se rend compte qu'il y aura besoin d'essayer d'aller peut-être 2 fois par jour pendant un moment pour faire ce lien, faire ouvrir la porte, etc. Enfin, essayer de créer un lien comme ça de manière intensive et soutenante. Donc là, on se fait appuyer par l'équipe du CIM qui fait ce travail-là. Mais on arrive à ce que la courbe rouge, finalement, au début, l'engagement, la prise de médicaments est beaucoup moindre dans ce groupe, mais avec le temps, on remarque qu'avec ce genre d'intervention intensive, on arrive à ramener ces patients vers les soins qui sont finalement pratiquement à 80% engagés dans les soins de manière durable. Par contre, on remarque que leur évolution symptomatique est moins bonne, que ce soit symptômes positifs ou négatifs, pas au niveau dépressif, et puis que la rémission des symptômes est moins bonne. Donc c'est des patients qui étaient déjà un peu plus atteints au début, qui ont besoin de ce suivi. Et puis le fonctionnement social aussi reste un peu péjoré par rapport aux autres patients du programme. Par contre, tout comme les patients du programme TIP, ils retrouvent quand même dans une même proportion le niveau fonctionnel qu'ils avaient avant le début du traitement, mais c'est vrai que comme ils commençaient à un niveau plus bas, ils ont de la peine à remonter aussi haut que les autres. Mais globalement, c'est à peu près un tiers des patients qui sont une fois ou l'autre au fil des 3 ans soutenus par cette équipe de suivi intensif. Pour une bonne partie, moins de 6 mois.
Et puis sinon, pour un traitement des fois qui peut se prolonger, puis un certain nombre vont rester au fond pendant tous les 3 ans du programme pris en charge par ce volet-là du programme plus intensif, parce qu'on n'arrive pas à les fidéliser. C'est des patients qui ont une plus longue durée de psychose non traitée, qui ont un moins bon fonctionnement, qui consomment plus d'alcool, mais qui au fond, finalement, à la fin, sont engagés. On a aussi 7% de taux de désengagement, même parmi ces patients beaucoup plus difficiles à engager. Donc finalement, ce genre de suivi intensif fonctionne. Nous, au fond, cette étude était là pour nous rassurer. Ça nous a rassurés parce qu'on voyait les chiffres que donnait Meret. Elle disait qu'il fallait au fond que tous les patients aient un suivi intensif. À notre avis, finalement, il y a 70% des patients n'ont pas besoin forcément d'un suivi d'équipe super intensive. Et des fois, c'est peut-être un message d'espoir pour ceux qui ne peuvent pas se payer ces équipes intensives. Il y a quand même beaucoup de travail à faire déjà pour des patients qui ont moins besoin que ça de suivi. Donc c'est aussi une stratégie que d'avoir une petite équipe de suivi intensif qui peut-être s'occupe de ce noyau de patients plus difficiles. Et puis les autres peuvent être suivis de manière peut-être moins assertive, donc avec des gens qui ont une charge clinique un peu plus importante, qui peuvent monter jusqu'à 25 patients par case manager. Il y avait juste la question de l'attitude et puis la prévention de désengagement. L'attitude, finalement, il y a cet article que je trouve vraiment intéressant qui a été fait par Craig McNeil, qui travaille à Origen en Australie. En fait, quels sont les éléments qui permettent vraiment de favoriser l'engagement et qui sont le travail du case manager? Je l'ai un peu dit, mais peut-être pour rentrer dans un tout petit peu plus de détails, c'est vrai qu'hormis la continuité des soins, c'est vraiment important de voir comment le patient comprend ce qui lui est arrivé, partir de là. Pas commencer directement dans un truc où on dit, ben voilà, c'est la psychose, il y a les symptômes positifs, négatifs et tout ça. C'est vraiment comprendre comment il explique, puis ensuite explorer s'il y a des autres façons de lire les choses. Explorer aussi ces expériences de la psychiatrie. Il y a pas mal de... Il y a des articles qui ont montré ça. Pratiquement 50% des patients qui font un premier séjour en milieu psychiatrique ont des symptômes de stress post-traumatique de ce à quoi ils ont été exposés. C'est important de débriefer sur ces éléments-là aussi. Prendre le temps pour comprendre la personne et pas seulement ses symptômes. On a cette fâcheuse tendance qu'a les médecins à voir quels sont les symptômes puis essayer de traiter les symptômes. Les gens ne sont pas que leurs symptômes, ils ont aussi plein de ressources dont il faut aussi parler pour qu'ils puissent s'accrocher à quelque chose. Donc explorer les ressources et les projets, définir les priorités avec les patients, parfois partir sur des questions très pratiques de résolution de problèmes qui peuvent être d'ordre social, etc., de liens avec leurs parents, avant de parler forcément de la maladie, à moins qu'il y ait vraiment une mise en danger à cause des symptômes. Mais être optimiste mais réaliste, donc leur dire que 30% des patients guérissent, etc. Il faut vraiment insister sur les chiffres qui sont vrais. Il ne faut pas se formaliser pour les ruptures, il va y en avoir, ça fait partie de notre job. Qu'on engage les gens progressivement, il faut être persévérant, et puis se laisser toucher par l'histoire du patient. On ne peut pas être juste, bien sûr, froid, vous savez, ça vous êtes probablement tous des cliniciens, mais c'est important d'entrer dans l'histoire des patients. On disait... psychose, plutôt rester à distance. Je crois que c'est quelque chose d'assez faux. Il faut vraiment que les gens sentent qu'on est touché par ce qu'ils disent, parce que c'est une expérience humaine. Et puis finalement, la psychose, c'est une sorte de métaphore, une mise en forme de conflit intérieur. Donc il faut écouter ces choses-là aussi, ces messages-là. Et dernier point que je vais toucher, c'est comment est-ce qu'on prévient la rupture. On a fait cette étude avec Martin Lambert, surtout quand j'étais à EPIC. On a regardé les dossiers de 700 patients. On a essayé d'identifier les caractéristiques qui prédisaient que les patients allaient se désengager des soins. On a trouvé 3 éléments pour un taux de rupture à 25%. Donc c'est un taux de rupture relativement élevé, mais c'est une grande ville compliquée. Donc les patients changeaient de secteur, ça devenait compliqué. Les patients qui ont eu un passé avec la justice, ceux-ci se méfient des institutions, donc c'est probablement bien de leur expliquer qu'on n'est pas des juges et des policiers, qu'on est des soignants, même qu'on est une institution et qu'on a une certaine autorité parfois, mais voilà, créer un climat et vraiment être clair sur ce côté-là, qu'on va les soutenir pour les aider et pas les sanctionner pour les symptômes qu'ils ont présentés. L'absence de lien avec la famille doublait quasiment le risque de désengagement, et puis la persistance d'abus de substances, si bien qu'on a fait... comme le propose Mérité, des groupes de familles. C'est vrai que les case managers s'occupent beaucoup d'engager les familles et de faire des liens avec eux. Et puis on a un groupe multifamilial en 4 séances pour expliquer un petit peu ce que c'est que la psychose, etc. Puis après, on peut les soutenir de manière plus durable, comme ça. Il y a aussi un programme pro-famille pour les patients qui sont dans une phase un petit peu plus chronique, mais disons surtout... et puis on essaie d'engager autant que possible les parents. Parfois, ça va jusqu'à des interventions systémiques, mais le plus souvent, c'est surtout de l'information. Et puis l'abus de substances, on avait un programme qui marchait bien, on a fait un essai randomisé, c'était avec Jérôme Favreau,
mais tout ça relativement compliqué et coûteux. On a un spécialiste d'abus de substances qui est rattaché à l'équipe. Ce qu'on peut dire, pour être bref, c'est que même si on n'a pas tout le kit d'un spécialiste et d'un programme, quoi qu'on fasse, c'est mieux que de rien faire, disons. C'est important de parler de ces questions d'abus de substances. C'est important de profiter du levier que peut constituer le fait de faire un premier épisode et de dire aux patients, voilà, c'est probablement que ça joue un rôle, et puis d'essayer de faire de l'entretien motivationnel sur cette base-là. Mais c'est sûr que c'est un élément vraiment important, puis c'est déterminant pour l'évolution des patients. Donc voilà, j'arrive à la conclusion, et ça va détendre Dr Fakra. Donc un premier épisode, effectivement, peut avoir un impact majeur sur la trajectoire du fait du moment où il survient, dans cette phase de vie vraiment critique. Désengagement des soins, le déni, c'est vraiment deux grands classiques contre lesquels il faut lutter. Pour la question de l'engagement, l'organisation du service, et en particulier la mise en place de case managers qui ont un rôle de fil rouge, mais aussi la façon d'engager les gens, et puis le travail sur les facteurs de désengagement ont un impact majeur sur l'accès aux soins pour ces patients. Donc c'est important de promouvoir ce genre de programme, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention.